Danger pour Cory Aquino, la présidente des Philippines triomphe de justesse d'une révolte militaire. Le réalisateur américain John Huston est mort à l'âge de 82 ans. Il entre dans la légende du cinéma avec plus de 40 films, dont plusieurs chefs-d'œuvre. Le contrôle des voitures d'occasion, un gage de sécurité pour les acheteurs et parfois une bonne affaire pour les garagistes. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. La présidente de tous les dangers, Cory Aquino, en moins de 2 ans de pouvoir aux Philippines, a déjà connu 5 tentatives de coup d'État, dont la plus sérieuse a débuté la nuit dernière. Près de 1500 militaires ont occupé des bâtiments publics de la capitale, une télévision, le quartier général de l'armée. La situation est restée confuse pendant plusieurs heures, mais finalement, les troupes demeurées loyales à Madame Aquino ont obtenu la reddition des mutins au terme de combats qui ont fait au dernier bilan 55 victimes. Jérôme Bonny. Combat de rue toute la journée à Manille, où après avoir attaqué le palais présidentiel cette nuit, des soldats rebelles se rendent maîtres ce matin du quartier général de l'armée et de 2 chaînes de télévision. Au milieu de civils que l'habitude des putschs semble rendre indifférents au risque, des fusiliers marins, fidèles au gouvernement, essaient de reprendre l'immeuble de la 4e chaîne. À l'intérieur, un groupe d'insurgés diffuse un message. Leur objectif, mater la guérilla communiste qui est, selon leurs propres termes, aux portes de la ville et que leurs généraux sont incapables de vaincre. À la mi-journée, l'immeuble est repris et un groupe de rebelles arrêté. Cet après-midi, la présidente Cory Aquino, dont le fils a été blessé à la jambe, lance publiquement l'ordre d'écraser la rébellion et de donner l'assaut au QG de l'armée où est retranché le groupe le plus important, environ 1500 hommes. Devant la foule, la guerre spectacle continue. Elle a déjà fait 55 morts et une centaine de blessés. À la tête des troupes loyales au gouvernement, le général Ramos, chef d'état-major des armées. Après avoir ordonné le bombardement de la caserne, il assure qu'il a la situation bien en main. Les rebelles commencent à se rendre, mais d'autres groupes contrôlent toujours l'aéroport de Manille et plusieurs casernes du reste de l'île. Cette révolte militaire est la plus dangereuse donc qu'ait eu à essuyer la présidente des Philippines, dont le pouvoir apparaît bien fragile dans un pays où l'alternative se résume toujours à des tentatives de gouvernement démocratique ou des dictatures militaires. Le tout sous la surveillance vigilante des États-Unis pour qui, il faut le savoir, les Philippines restent une chasse gardée en raison de sa position stratégique. Daniel Lecomte. Février 86, un dictateur sur le déclin est déposé, une petite dame en jaune le remplace, Cory Aquino succède à Ferdinand Marcos. C'est l'armée qui a fait Marcos, c'est avec l'armée et par elle qu'il a gouverné le pays pendant 20 ans, mais c'est l'armée qui va le défaire. Sans l'armée, rien n'est possible, Cory Aquino est donc sous influence dès le premier jour. 2 hommes incarnent cette continuité. Le premier, Juan Ponce Enrile, un pilier du régime précédent. Il est nommé ministre de la Défense. Le deuxième, Fidel Ramos, un autre homme fort sous Marcos. Il devient, lui, avec Cory Aquino, chef d'état-major de l'armée. Passées les premières semaines, ces 2 hommes vont peu à peu devenir les avocats d'une armée mal dans sa peau. Une armée qui accepte de moins en moins l'ouverture par le gouvernement de négociations avec la guérilla communiste qu'elle combat tous les jours sur le terrain. Une armée surtout qui refuse d'être dépossédée de ce pouvoir politique dont elle a usé à sa guise pendant si longtemps. Résultat, 3 tentatives de coup d'État en moins d'1 an et à chaque fois l'impunité pour les putschistes qui, comme ici, regagnent pour la plupart leur quartier sans être sanctionnés. Seul Juan Ponce Enrile, soupçonné de préparer un coup d'État, est contraint de démissionner en octobre 86. Il devient alors sénateur et chef de file de l'extrême droite militaire. Hier, certains insurgés se sont réclamés de son soutien. Les militaires philippins n'ont donc pas désarmé, mais ce qui a fait leur force, le soutien des États-Unis au moment du renversement de Marcos, fait en même temps leur faiblesse. Dès l'annonce du dernier coup d'État, les États-Unis ont dénoncé la nouvelle tentative et sans le soutien de Washington, rien aux Philippines n'est possible.
Les forces armées libyennes ont-elles, oui ou non, attaqué et repris la localité frontalière d'Aouzou, au Tchad? Tripoli affirme que oui, N'Djamena répond que non, et dans les milieux militaires à Paris, on fait état d'une offensive sans plus de détails. C'est tout ce que l'on peut dire ce soir, faute d'autres informations et surtout d'images. John Huston, le metteur en scène américain, vient de mourir à l'âge de 82 ans. Avec son visage à la Hemingway, il faisait partie de ces quelques grands réalisateurs dont le nom apparaît souvent en plus gros que celui de ses acteurs sur les affiches de ses films. Au cours d'une carrière mouvementée, il avait réalisé plus de 40 films, dont Le Trésor de la Sierra Madre et Le Faucon Maltais. Monica Atlan. À Rhode Island, le géant s'est endormi dans son sommeil. John Huston, c'est toute l'aventure du cinéma, incarnée en un seul homme. 40 films, 46 ans de carrière, John Huston a touché à tout et nous a conquis à chaque fois. Fils d'acteur d'origine irlandaise, Huston fut tour à tour champion de boxe à 17 ans, peintre, cavalier dans l'armée révolutionnaire de Pancho Villa au Mexique, avant de s'orienter vers le cinéma. Scénariste à la Warner, il signe son premier film en 1941, Le Faucon Maltais, qui immortalise le polar comme genre cinématographique. Il retrouve Bogart pour Le Trésor de la Sierra Madre qui lui vaut 3 Oscars et lui confère une audience internationale. Dès ce moment, la liste de ses succès s'allonge. Key Largo en 1948, African Queen en 1951, Les Désaxés dans lequel il dirige pour la dernière fois Clark Gable, Marilyn Monroe et Montgomery Clift. La Nuit de l'Iguane avec Ava Gardner. Toutes les stars d'Hollywood sont passées devant sa caméra. Ici, James Mason, Paul Newman, Dominique Sanda dans Macintosh Man en 1972. Ou Jack Nicholson dans L'honneur des Prizzi. Dans les années 80, Huston adapte le roman de Malcolm Lowry Au-dessous du volcan avec Albert Finney et Jacqueline Bisset dans les rôles principaux. Huston nous a réunis tous une semaine avant le tournage, acteurs américains et mexicains. Nous avons lu nos rôles. Il est très intéressant parce qu'il écoute avec les oreilles plus qu'avec les yeux. Les gens écoutent généralement avec les yeux. Lui ferme les yeux souvent et il entend tout. Et de temps en temps, il change un mot, un seul mot du script, sur lequel il a travaillé un mois avec l'auteur. Il raffine de plus en plus et rend le tout plus linéaire. Il élimine tout le superflu. Dernier défi que lance John Huston au cinéma, la mise en scène d'une nouvelle de James Joyce, Les gens de Dublin. Un film qu'il souhaitait aventure familiale avec ses enfants Angelica et Tony. Titre original du film qui sera présenté à Venise la semaine prochaine, The Dead, ou La mort. Jean-Philippe, John Huston n'a pas franchement tourné de film comique et pourtant vous dites à propos de sa personnalité, c'est surtout un homme drôle qui a beaucoup d'humour. Oh, l'humour est toujours latent. Son dernier film, L'honneur des Prizzi, il y a un rire dessous en permanence. Et c'est un rire que j'ai eu la chance de le rencontrer un jour. Et il était malade, il avait des béquilles, c'était dans les années 60, et il n'arrêtait pas de rire. Enfin, sur cette interview, c'est passé dans de grands éclats de rire. Et au bout du compte, je l'ai interrogé sur le rire. Et il m'a raconté une histoire fabuleuse qui était celle de son père, Walter Huston, qui était un immense acteur de Broadway, du théâtre, oui, et dont le rêve était de jouer Othello. Bon, Huston se fait du souci pour son père, la représentation a lieu, Huston ne dort pas de la nuit, il lit les premiers journaux du matin, les critiques sont exécrables. Alors il va dans la chambre d'hôtel de son père en se disant mais il doit être perdu avec des critiques. Et dans le couloir, il entend un immense rire, un rire absolument énorme, qui était celui de Walter Huston en train de lire des critiques absolument qui le démolissaient complètement, enfin, et qui riait. Et Huston, pour lui, ce rire était une leçon. C'était une leçon tout au long de sa vie. Huston est quelqu'un qui a
qui a ri de l'échec, qui a ri de l'absurde, et c'est sous-jacent dans toute son œuvre. Alors on dit qu'il a une carrière mouvementée, c'est exact, victime du McCarthyisme, et qu'il est Hollywood, etc. Qu'il a mouvementé lui aussi. Enfin, oui. Quand Huston part en guerre en 1943, il apprend dans la journée qu'il est engagé qu'il est mobilisé dans l'armée américaine. Il a une scène à tourner avec Bogart. Bogart est cerné par des Japonais et il s'arrange pour que Bogart ne puisse pas être libéré. C'est-à-dire qu'il l'attache à sa chaise, il cerne la maison d'une centaine de Japonais, et puis il téléphone au producteur en disant « Écoutez, je pars à la guerre, Bogart se débrouillera comme il pourra. » Alors, chaque fois qu'un grand réalisateur disparaît, on dit il entre dans la légende. Qu'est-ce qui restera de son œuvre qui vraiment mérite de dire qu'il entre dans la légende du cinéma? De son premier, Le Faucon Maltais, jusqu'au dernier, en passant par La Reine africaine, en passant par Fat City, en passant par des quantités de films, on trouve quelqu'un qui est beaucoup plus qu'un metteur en scène. C'est quelqu'un qui a commencé par écrire et qui était extrêmement intelligent, qui donc a pu épouser l'évolution de Hollywood dans les années 40, dans les années 50, 60, 70, jusqu'à aujourd'hui. C'est tout le contraire de quelqu'un, ces fameux metteurs en scène américains, qui trouvaient leur scénario tout fait la veille du tournage. Huston était quelqu'un qui écrivait ses films et qui n'a pas cessé au fond de s'améliorer. Vous allez lui consacrer une soirée peut-être? Eh bien, par hasard, c'était prévu. Le Faucon Maltais était prévu pour la reprise du Ciné-Club en septembre. Merci Claude Jean-Philippe. Ils se sont enfin rencontrés, Jacques Chirac et Madonna. La chanteuse rock ont fait connaissance dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris cet après-midi, à l'occasion d'une cérémonie au cours de laquelle la reine du rock a remis un chèque de 500 000 francs à l'association de lutte contre le sida, présidée par Lynn Renaud. Jean-Jacques Dufour. 18h, Madonna Superstar sort de l'hôtel Crillon, direction l'Hôtel de Ville. Entourée de ses gardes du corps, elle s'engouffre dans une Mercedes noire, suivie par une meute de photographes. Après un bref entretien privé avec le Premier ministre, la chanteuse remet 500 000 francs à Lynn Renaud pour sa fondation de lutte contre le sida. Je voudrais dire que c'est un privilège d'être ici à Paris pour ce concert et aussi et surtout que je suis très heureuse de remettre ce chèque à Lynn Renaud pour son action en faveur de la lutte contre le sida. Okay. Thank you, Madonna. So let's have the check. Here's the check. Bigger than life. Un grand check. De tout cœur, je voudrais remercier Madonna. Parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil. C'est très symbolique de son attachement à la lutte contre un fléau qui touche tout le monde et notamment la jeunesse. Une demi-heure après son arrivée à l'Hôtel de Ville, Madonna repartait toujours sous haute surveillance. Ces dernières semaines, et vous l'avez encore remarqué, tout le monde a remarqué l'offensive du Premier ministre vers les jeunes, avec en plus de son intérêt pour la chanteuse Madonna, que lui a fait découvrir sa fille, une réflexion de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, qui ironise sur ce thème en parlant des gros sabots de la récupération et ajoutant « À quand M. Chirac avec des bottes et des boucles d'oreilles ». Il y a un mois, comme si de rien n'était, Jacques Anquetil commentait en direct sur notre chaîne le Tour de France cycliste, tous les jours. Il y a 2 semaines, il se faisait opérer d'un cancer de l'estomac. Le lendemain, il se levait et la semaine prochaine, il sera présent au championnat du monde cycliste sur route comme directeur technique de l'équipe de France. Alors, est-ce simplement un exemple de volonté ou les sportifs sont-ils mieux armés que d'autres pour relever le défi de la maladie? L'enquête de notre spécialiste Pierre Ly. C'était il y a 30 ans. Jacques Anquetil remportait pour la première fois le Tour de France, une épreuve qu'il a gagnée 5 fois au temps héroïque et qu'il a encore suivie il y a un mois. Personne ne se doutait alors que l'ancien champion était confronté à une autre épreuve, le cancer. Voilà 17 jours qu'il a été opéré, il est déjà remonté sur un vélo. J'ai même fait de la bicyclette 9 jours après l'opération, j'ai peut-être été un petit peu vite en besogne. Enfin là je pense que c'est aléatoire. Alors vous êtes l'une des rares personnes
qui soit connu et qui avoue les raisons de cette opération en fait. Les raisons, oui, on s'est opéré d'un ulcère de l'estomac, c'est ce que disent les chirurgiens, les médecins. La véritable raison, c'est que c'était un cancer de l'estomac, sinon on n'aurait pas fait une gastrectomie. Et puis si j'avais su que ce soit qu'un ulcère, eh bien je ne me serais jamais fait opérer. Heureusement qu'on m'a dit la vérité, j'avais demandé à l'endoscopie, au médecin qui faisait l'endoscopie, qu'on me dise la vérité. Quand j'ai su que c'était ça, eh bien le diagnostic a été formel, tumeur maligne, il n'y a pas d'erreur, on sait que c'était un cancer de l'estomac, il fallait enlever tout l'estomac. Récupération étonnante, pourtant qu'un ancien champion se remette si vite et si bien, ça n'étonne pas le spécialiste. Ils récupèrent vite les sportifs en règle générale, cependant c'est vrai, je crois pour deux raisons, parce qu'ils ont une meilleure constitution musculaire, physique, et que c'est un très bon élément de récupération, et d'autre part psychologiquement, ce sont des sujets qui ont eu à faire face à des épreuves, or la chirurgie est une épreuve, et ils sont très prêts à se battre contre la maladie. Un champion, il veut se battre contre l'adversaire. Il n'y a plus d'adversaire si ce n'est la maladie. Il veut se battre contre lui, contre son organisme qui est défaillant. Et je crois que ça donne un stimulus fantastique. Les recherches se poursuivent pour retrouver le terroriste basque français Philippe Bidard, signalé cette fois-ci dans les Pyrénées-Atlantiques, où on a retrouvé une nouvelle voiture volée par lui et sa compagne. Le gendarme qu'il est accusé d'avoir tué a été enterré cet après-midi à Biscarrosse en présence du ministre de la Défense, M. Giraud. Le gendarme Roger Bushman, 37 ans, a été cité à l'ordre de la Nation. Dans l'enquête sur le meurtre d'un autre gendarme, encore cette fois-ci le 4 août dernier, un homme qui n'est encore qu'un témoin, Gérard Pellier, interrogé depuis plus de 3 jours maintenant, a été transféré à Paris, où il pourrait bien être inculpé. Dominique. C'est l'imprudence qui a fait tomber Gérard Pellier, petit truand, spécialiste d'échecs volés. Il sera sans doute demain inculpé de complicité d'assassinat dans l'attentat contre la patrouille de gendarmes de Bastia. Pour quelques milliers de francs, il avait accepté de loger dans sa chambre d'hôtel 2 hommes armés, d'effectuer quelques repérages, sans savoir, dit-il, quelle opération se préparait. 1 heure après la fusillade du 4 août, il apprend par la radio la mort d'un gendarme, 3 autres sont blessés. Il s'enfuit précipitamment, sans payer sa note d'hôtel. Ténacité des enquêteurs, l'attentat à l'époque avait été revendiqué par l'ex-FLNC. Peu de témoins avaient assisté à la fusillade. Les policiers tenaient une piste, ils ne l'ont pas lâchée. Si l'on ne sait pas encore qui a mitraillé la fourgonnette des gendarmes, Pellier a révélé les noms des indépendantistes qu'il avait contactés lors d'un séjour à la prison d'Ajaccio. Pellier a donné le signalement des 2 hommes armés qu'il a hébergés la veille de l'attentat. Il y a 4 jours maintenant que 8 prisonniers détiennent en otage plusieurs membres du personnel de la prison italienne de l'île d'Elbe. Rien n'indique ce soir que le dénouement soit proche, au contraire même. Le terroriste néofasciste Mario Tutti, qui était à la tête des mutins, s'est fait livrer une grande quantité de vivres. Il a également demandé l'installation d'une ligne téléphonique directe. Rappelons que les preneurs d'otages réclament un hélicoptère pour quitter l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. L'éventuelle candidature de M. Mitterrand à un second mandat présidentiel au centre des sujets de discussion et des discours des universités d'été, du Parti socialiste et du RPR. Chez les gaullistes, on ironise sur ce thème. Exemple, le discours du ministre des Affaires sociales, Philippe Séguin. Et l'attaque en règle continue. Après Franck Borotra hier soir et avant Charles Pasqua demain, c'était aujourd'hui Philippe Séguin qui s'en prenait au président de la République. Toujours devant les jeunes du RPR et toujours en ironisant sur les divisions des socialistes. Alors résumons-nous, parce qu'on s'y perd. Si M. Mitterrand y va et si M. Rocard n'y va pas, bonjour la dérision. Si M. Mitterrand y va et si M. Rocard y va, bonjour la division. Si M. Mitterrand n'y va pas, et si M. Rocard y va, cœur des barons, et moi, et moi, et moi. Bon. Bonjour l'anarchie. On n'a pas fini de sourire. Aujourd'hui, avec dans la poche quelques bons indices, Philippe Séguin, à qui l'on prête un rôle de plus en plus important dans la prochaine campagne présidentielle, apparaît de plus en plus comme un des hommes forts du gouvernement. Alors on ironise, on se moque au RPR, c'est le jeu politique. On s'inquiète en revanche au Parti socialiste devant la floraison des candidatures au cas où le président se retirerait. Monsieur Lionel Jospin exprime cette inquiétude en employant, lui,
une métaphore sportive. À la veille des championnats du monde, en athlétisme, nous avons plusieurs athlètes socialistes qui ont réalisé ou qui peuvent réaliser ce qu'on appelle les minima. Dans cette épreuve particulière qu'est l'élection présidentielle, le moment venu, il n'y a qu'un athlète sélectionné. Alors nous n'en sommes pas encore à la sélection de notre candidat. Elle viendra. Et il nous rassemblera. Et le Parti socialiste, vous le savez, a une chance extraordinaire dans la période qui vient. C'est qu'il est le seul parti en France à savoir qu'il sera au second tour. Donc lui peut déjà penser au troisième. Nouvelle-Calédonie, le Parti communiste, la Fédération du Parti socialiste de la région parisienne, le syndicat CGT et la Fédération de l'éducation nationale solidaire pour participer au rassemblement des indépendantistes du FLNKS qui doit avoir lieu mardi prochain à Paris. C'est une première pour l'industrie nucléaire française qui prend pied sur le marché américain. La Cogema, Framatome et Péchinet s'associent en effet à 50-50 avec l'américain Babcock et Wilcox pour fabriquer le combustible nucléaire. Dans l'avenir, cette coopération pourrait s'étendre à d'autres domaines. Jean-Pierre Métivet. C'est une première pour les Français. Ils viennent d'être admis dans le club très fermé du nucléaire américain afin de fabriquer ces barres d'uranium, le combustible des centrales nucléaires. C'est une nouvelle société qui se crée ainsi, regroupant 3 Français, Framatome, Cogema et Péchinet, et un Américain, Babcock. Un marché de 2,5 milliards de francs par an. Une aubaine au moment où la construction des centrales est gelée dans le monde entier. Le marché américain est un marché nucléaire, est un marché très important parce qu'il existera d'ici la fin du siècle aux États-Unis à peu près le double d'unités nucléaires de production d'électricité qu'il n'en existera en France. 2 fois plus de centrales et donc 2 fois plus de déchets à retraiter. C'est l'autre spécialité française que nous allons vendre aux USA. Actuellement, les Américains stockent provisoirement leurs déchets en piscine. En l'an 2000, il y en aura 40 000 tonnes qu'il faudra bien savoir retraiter, comme ici, à l'usine de La Hague. Hier soir, nous vous parlions ici même automobile et vitesse. Ce soir, automobile encore, mais automobile et réparation. En effet, depuis un peu plus d'1 an maintenant, en cas de revente d'un véhicule, vous devez faire constater par un garagiste agréé les éventuelles défaillances mécaniques de votre voiture. Alors, il ne faut pas généraliser, bien sûr, mais certains garagistes ont eu tendance à allonger un peu la facture. Enquête de Florence Mavic et Roland Sicard. Clinquante à l'extérieur, mais des dessous qui laissent à désirer. La voiture des Français est souvent d'allure trompeuse. Corrosion du bas de caisse, frein en mauvais état, suspension défaillante. Selon les spécialistes, 80% des véhicules de plus de 5 ans devraient être réparés. Actuellement, 4400 centres de contrôle technique fonctionnent. En majorité des garages réparateurs agréés par la préfecture sur simple candidature. Souvent, les pouvoirs publics n'ont pas eu le temps de vérifier leur matériel de contrôle. Cela parfois au détriment de la fiabilité. Il suffisait, par exemple, un appareil pour mesurer la profondeur des pneumatiques, une baladeuse, un pont. C'est pas suffisant pour faire un contrôle technique, et pourtant on les a agréés. Mais je pense qu'ils étaient obligés de faire ça, parce qu'autrement, monsieur, ça aurait bloqué au niveau des revendeurs de voitures. Hein. Autre accusation portée contre les garagistes, des certificats de complaisance auraient circulé pour favoriser la revente. Le ministère des Transports a réagi en supprimant l'agrément des centres impliqués. Tarif d'un contrôle minimal imposé par la préfecture, 250 francs. Et d'ici 1 an ou 2, les réparations seront obligatoires. La perspective d'une nouvelle poule aux œufs d'or pour les garagistes qui voudront être à la fois contrôleurs et réparateurs. Pour éviter de nouveaux abus, les pouvoirs publics vont mettre en place un nouveau système. Les contrôles dans l'avenir, lorsqu'ils seront assortis d'une obligation de réparation, seront effectués par des centres indépendants du commerce et de la réparation automobile. Donc il y aura distinction entre l'expert chargé du contrôle et le réparateur. Les garagistes français ne sont pas seuls sur la sellette. Leurs voisins européens commettent aussi quelques abus. Des négociations sont en cours pour que tous les pays du marché commun respectent les mêmes normes. Les obsèques de notre confrère de TF1, Bernard Giroux, tué dimanche dernier aux côtés de Didier Pironi, ont eu lieu cet après-midi à Sully-sur-Loire.
Que dire si ce n'est que la rédaction d'Antenne 2 lui rend un dernier hommage à lui et à sa famille et que vraiment, il nous a quittés beaucoup, mais vraiment beaucoup trop tôt. Le sport qu'il aimait tant, avec une déception au championnat du monde de cyclisme à Vienne en Autriche. La Française Jeannie Longo, vous allez la voir, battue en finale de la poursuite individuelle par une Américaine, Rebecca Twigg. Une deuxième place, donc une médaille d'argent seulement pour Jeannie Longo. Puisque je parle de sport, je voudrais vous présenter la maquette du nouveau journal L'Équipe, tel qu'il va apparaître dès demain. Un journal L'Équipe rénové avec une image, une photo en couleur tous les jours à la une. L'Équipe qui devra bientôt se battre contre un deuxième quotidien sportif en France qui s'appellera Sport. Voici donc la nouvelle maquette de L'Équipe en vente à partir de demain. Et puis tout de suite, dès ce soir, les prévisions météo. Mais avant ça, je vais l'oublier, le tiercé de demain, les pronostics de Pierre Bresse, les voici. Le 20, le 10, le 19, le 12, le 18, le 9, le 7, le 13. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et cette fois-ci, c'est bien à vous, Laurent. Voilà les prévisions météo, effectivement, le temps du retour. Le temps du retour, le retour de vacances et le retour du soleil aussi, puisque le soleil sera là. Il n'y aura pas que Madonna, superstar. Ce week-end, il y aura aussi le soleil. Nous allons tout de suite le voir sur la photo satellite, telle qu'elle a été prise en début d'après-midi, avec, vous le voyez ici, un bel anticyclone qui est sur nos côtes, donc nos côtes atlantiques, avec ces quelques nuages qui sont bien loin là, mais qui sont déjà partis. Ils sont pratiquement déjà disparus, ils sont vers l'Allemagne. Et donc pour demain, ça va être fort simple. Nous aurons un temps magnifique, j'allais le dire, en tout cas un temps largement ensoleillé. Voici la couleur de ce temps pour la journée de demain. Tout de suite, si elle apparaît, cette couleur du temps, bon, si elle apparaît pas, c'est pas grave, il y a du soleil, si la voilà, du soleil partout, avec quelques brumes demain matin, pour ceux qui roulent du brouillard aussi, ceux qui vont rentrer de vacances, attention, et puis quelques nuages sur les côtes, pas sur les côtes, sur les côtes de la Manche, du côté de l'île, et également dans l'Est. Voilà pour la couleur du temps. Les températures sont à la hausse de 2 à 3 degrés par rapport à celles d'aujourd'hui. Vous voyez, ça grimpe, il faut dire aussi qu'elles viennent du Diable Vauvert, avec des 21 degrés, le club des 21, depuis Brest, Cherbourg, Lille, jusqu'à Strasbourg dans l'Est. Et puis sur la moitié sud, nous partons de 25 degrés dans la région de Clermont-Ferrand jusqu'à 30 degrés en Corse. Demain, eh bien, le soleil va gagner, ou va perdre plutôt 4 minutes. Il se lèvera à 7h04, il va se coucher à 20h39. Et bonne fête les Sabines. Merci Laurent. Le dernier journal, c'est tout à l'heure en fin de programme. Hervé Claude qu'il vous le présentera à 23h05 exactement. Je vous souhaite un excellent week-end et avant cela une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir, à lundi.